Ben voilà, oui, c'est déjà ce que je pensais. Merci. Excuse-moi. On est très heureux, je recommence, d'accueillir Dominique Bertrand, qui est un excellent néphrologue transplanteur, particulièrement de Rouen, avec lequel on a des liens nombreux et variés par le groupe Spisseur et autres, qui travaille donc à Rouen, comme je disais, et qui a une des plus grosses expériences et qui, en plus, a repris beaucoup de son expérience et a une vision importante sur le Belatacept. Je l'ai évoqué un petit peu parce qu'on a des internes de médecine interne aussi, qui ne connaissent pas obligatoirement l'immunosuppression de la transplantation rénale, mais donc qui est finalement la dernière avancée réelle qui est eu avec AMM sur le traitement immunosuppresseur après greffe d'organes. Et je pense que comme on en a de plus en plus et un certain nombre d'interrogations, on était très heureux de pouvoir bénéficier de tes lumières. On t'écoute. Merci, c'est gentil, Eric, merci beaucoup. Euh, on va aborder un peu donc le traitement par Belatacept, les problématiques, son utilisation en France. Et puis, bien sûr, c'est ouvert à la discussion. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à m'interrompre. J'ai essayé de refaire un petit peu le tour de ce qui est fait aujourd'hui, de peut-être ce qui se fera demain. Et puis surtout, en reprenant les choses. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, mais finalement, là, ces derniers temps, il y a un peu moins de choses qui sortent sur le Belatacept, ce qui m'inquiète un peu, mais on pourra en discuter. Donc, bon, forcément, je ne vais pas vous faire l'affront. Alors, attendez, parce que déjà, il faut que j'arrive à passer mes. Voilà. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous redire qu'il y a quand même une pénurie d'organes en France, ce qui pose un vrai problème par rapport à l'activité de greffe. Bon, vous voyez, là, c'est des chiffres qui datent de 2023, mais en gros, on aurait les mêmes chiffres en 2025. On a de plus en plus de patients inscrits, avec plus de 10 000 patients inscrits de façon active, hein. On ne tient pas compte des patients en CIT. Et vous voyez qu'avec le nombre de greffes qui est réalisé chaque année, bah, malheureusement, on n'arrive pas à combler cet écart entre les inscrits et les greffes. Et puis, en insistant aussi sur la proportion de donneurs vivants qui a encore du mal à décoller en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle du Belatacept, il faut aussi comprendre que malgré tous les efforts d'immunosuppression qui ont été réalisés sur les 20 dernières années, il y a une amélioration clairement de la survie du greffon à court terme, avec des rejets finalement qui sont de moins en moins fréquents la première année, des traitements qui on maîtrise de plus en plus. Mais si on regarde un peu à plus long terme, finalement, la durée de vie du greffon, elle reste limitée, d'où l'importance d'essayer de préserver au mieux cette fonction rénale du fait de la pénurie. Et on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui la durée de vie finalement du greffon, elle n'augmente pas tant que ça. Alors, première chose, ça, on en parle, on en reparle, on le rabâche dans tous les congrès de transplantation et de néphrologie, probablement en lien avec le rejet humoral que vous connaissez bien. Cette étude, vous la connaissez aussi. Le rejet humoral qui fait partie des premières causes de perte de greffon au long cours. Vous voyez ici sur ce petit diagramme qui commence un peu à dater, mais qui, et là c'est un point important, est lié en grande partie probablement à de l'inobservance, de la mauvaise observance du traitement immunosuppresseur. Et là, vous allez voir que finalement, peut-être qu'avec le Belatacept, on arrive à faire un peu mieux. Donc, première cause de perte de greffon, ce qui explique la durée de vie limitée des greffons, le rejet humoral. Deuxièmement, et ça c'est aussi un peu débattu, mais clairement on utilise au quotidien un traitement immunosuppresseur, vous le savez, qui a une néphrotoxicité, les inhibiteurs de la calcineurin. Alors certes, ils ont transformé le pronostic de la greffe rénale, néanmoins à long terme, on se doute bien qu'ils peuvent avoir un impact sur la fonction du greffon, alors qu'aujourd'hui, notre gold standard reste quand même l'utilisation du tacrolimus qui soit associé au CellCept ou qui soit associé aux inhibiteurs de mTOR.
Cette étude, elle commence à dater un petit peu aussi, enfin, elle date de 2017, mais elle est intéressante. En fait, quand on regarde des patients qui ont été biopsiés et qui vont bien à 10 ans de la greffe, quand on regarde la différence entre les biopsies préimplantatoires à 5 ans et à 10 ans, finalement, ce qui va être le plus représentatif de l'histologie, c'est plutôt des lésions chroniques plutôt que des rejets humoraux chroniques avec de la glomérulosclérose, de la fibrose. Et ça, clairement, on peut s'interroger sur le lien avec les anticalcineurines. Et puis, vous le savez, les anticalcineurines, tacrolimus qu'on utilise au quotidien, il y a une vraie problématique au niveau métabolique avec le risque de diabète, d'hypertension artérielle, de dyslipidémie. Et donc, chez des patients qui sont déjà à très haut risque d'événements cardiovasculaires, on peut s'interroger sur le bien fondé de ce traitement aujourd'hui. Et puis, la troisième cause finalement de perte de greffon, c'est aussi le décès. Et ça reste quand même la principale cause de perte de greffon aujourd'hui après greffe rénale. Et là, j'insiste quand même sur les causes de perte de les causes de perte de greffon, donc les causes de décès, pardon. Et vous voyez que sur cette étude quand même assez récente, on voit que à la fois les cancers, mais aussi les causes infectieuses prennent le devant par rapport aux événements cardiovasculaires. Et donc, on peut aussi s'interroger sur la causalité avec le traitement immunosuppresseur chez ces patients, même si très probablement ce n'est pas le seul coupable. Alors, j'arrive. Voilà. Donc, la question, c'est de savoir si finalement le belatacept peut être la solution dans ce tableau que je viens de vous dresser. Je vous rappelle juste que le belatacept, c'est un inhibiteur de la costimulation. Pour les plus jeunes, juste la costimulation, elle est essentielle à la reconnaissance. Bien sûr, il y a la reconnaissance antigénique via le TCR pour le lymphocyte T, mais si vous n'avez pas de signal de costimulation, vous n'avez pas d'alloreconnaissance. Et c'est là où finalement le belatacept va agir à la surface des cellules présentatrices d'antigènes et bloquer cette costimulation et donc entraîner une espèce d'anergie qui n'entraîne pas l'alloreconnaissance et donc le risque de rejet. Le belatacept, il vient d'où? Le belatacept, il vient de l'abatacept qui est largement ou qui a largement été utilisé en rhumatologie, mais c'est exactement le même principe, sauf que c'est un récepteur qui a été modifié et un anticorps qui a été modifié, pardon, et donc qui a une affinité plus forte pour le coup que l'abatacept. Donc, on a ce traitement qui est disponible, des grandes études qui ont été réalisées. Ça, c'est les études Princeps au long cours, l'étude Benefit pour des reins à critères dits standards et Benefit X pour des reins dits à critères élargis. Et ils ont démontré finalement à long terme, hein, puisqu'on est à 8 ans, hein, on a peu d'essais qui vont regarder aussi loin après transplantation rénale. En tout cas, un impact sur la fonction rénale à long cours meilleur dans le groupe belatacept que dans le groupe anticalcineurine, on y reviendra dessus, et un impact pour les reins à critères dits standards sur la survie du patient et du greffon, qui n'a pas été démontré dans Benefit Ext. Là, on a juste un impact sur la fonction rénale au long cours qui a été démontré. Alors, effectivement, c'est deux études quand même incroyables avec des résultats incroyables, mais qui n'ont pas débouché à une utilisation pour le coup incroyable du belatacept, en tout cas en de novo. Pourquoi? Premièrement, bah, le bras comparateur, puisque le bras comparateur était de la cyclosporine à l'époque, ce qui finalement a été reproché dans l'obtention de l'AMM et du service rendu. Et puis aussi, et ça c'est un point important sur lequel on aura le temps de revenir, la survenue de rejets cellulaires plus fréquents au tout début, après, dans le groupe Belatacept, parfois des rejets sévères et parfois malheureusement qui ne répondent pas à la corticothérapie. Et donc, les autres problématiques, la voie intraveineuse, puisque c'est un traitement qui est fait uniquement par voie intraveineuse, initialement à l'hôpital, le coût, même si finalement ce n'est pas vraiment la problématique, et puis le signal négatif avec la survenue de lymphome, mais uniquement chez les patients EBV négatifs. Et donc, il y a une restriction d'usage du belatacept chez les patients EBV positifs. Donc à partir de là, bah, finalement, il n'a pas été très utilisé en
de novo, que ce soit en France, en Europe, mais aussi de façon internationale. Il y a il y a eu un intérêt croissant pour l'utilisation de ce traitement un peu à distance de la greffe, plutôt en switch. Et on a aussi un essai randomisé en switch, donc en conversion. Mais là, pour le coup, chez des patients qui étaient stables, ça c'est une étude récente de Boudeux internationale. Vous voyez 450 patients randomisés, soit pour être convertis au belatacept, soit pour continuer les anticalcineurines, des patients à distance de la greffe, hein, vous voyez, plus de 6 mois et moins de 5 ans, avec des fonctions rénales qui sont globalement tout à fait acceptables à la randomisation. Cette étude, elle démontre qu'il y a un gain sur finalement le bénéfice sur la fonction rénale, pas de gain sur la survie du greffon. Des rejets un peu plus fréquents dans le groupe belatacept. Et puis, ça, on y reviendra par rapport au DSA. Donc, encore un signal positif sur une étude randomisée avec finalement des switches qui sont réalisés chez des patients qui sont globalement plutôt stables, avec des fonctions rénales tout à fait acceptables. De cette étude, il y a eu quand même l'extension de l'AMM, donc d'un switch, d'une conversion possible à distance de la greffe pour des patients sous anticalcineurine. Alors, ça, c'est l'avis des essais cliniques, mais nous, au quotidien, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué parce que, en gros, ça, c'est un peu ce à quoi on a à faire face au quotidien en transplantation rénale. On a des patients qui sont de plus en plus âgés, avec souvent de multiples comorbidités cardiovasculaires, de l'hypertension, du diabète, souvent des cardiopathies. Si elles sont pas sévères, en tout cas des cardiopathies diastoliques qui sont quand même très fréquentes dans cette tranche d'âge. On a en face des patients qui vont recevoir des greffons qui sont de plus en plus limites, qu'on accepte bien sûr faute de mieux. Et en plus, on va mettre des anticalcineurines chez ces patients. Et clairement, le tableau est pas très favorable, avec souvent des patients qui sont à risque de retard de reprise de fonction, d'hospitalisation prolongée, avec le risque de décompensation cardiaque qui va avec et le risque infectieux qui va également avec. Et donc, effectivement, rapidement en France est venue l'utilisation de ce traitement comme switch de sauvetage, c'est-à-dire chez des patients qui étaient un peu en bout d'options thérapeutiques, vu que le belatacept était disponible, il a été utilisé dans certaines équipes de façon assez précoce en greffe rénale. Alors, c'est l'utilisation majoritaire aujourd'hui en France, c'est-à-dire en switch de sauvetage. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme bénéfice quand on fait ce type de conversion? Le premier bénéfice qu'on peut attendre, c'est espérer améliorer la fonction rénale. Alors initialement, il a été utilisé très tôt après la greffe, c'est-à-dire chez des patients qui avaient soit un retard de reprise de fonction, soit des non-fonctions, des patients qui étaient dialysés après la greffe ou qui avaient des fonctions rénales précaires et pour lesquels on n'avait pas grand-chose à leur proposer, une biopsie qui montrait finalement des greffons limites, un peu de fibrose, un peu d'endartérie de fibreuse, et finalement a été essayé le belatacept. Ça, c'est une équipe, c'est une étude qui avait été publiée par Yann Lemeur avec le groupe Spicer, où finalement le switch avait été fait de façon précoce après greffe rénale chez des patients qui effectivement avaient reçu des greffons à critères élargis et qui posait le problème de mauvaise fonction ou alors de patients qui n'avaient pas de reprise de fonction rénale. Et vous voyez que chez ces 25 patients, bah, il y a eu une amélioration de la fonction rénale. Certains patients sont sortis de dialyse. Alors bien sûr, c'est une première étude, c'est une étude rétrospective. Il n'y a pas de bras comparateur, mais ça donnait beaucoup d'espoir pour des patients pour lesquels on n'avait pas vraiment de proposition thérapeutique à l'époque. Donc, on switch plutôt précoce avec des résultats qui étaient plutôt prometteurs. Bon, ce qui est un petit peu décevant, c'est que finalement, on a du mal aujourd'hui à avoir de preuves plus concrètes de ça et de façon un peu plus carrée et rigoureuse sur l'intérêt d'un switch précoce chez des patients qui ont un retard de reprise de fonction ou une non-fonction primaire.
Et puis finalement, comme on l'a utilisé et que ça marchait plutôt bien, bah, on a essayé de l'utiliser un peu plus à distance de la greffe. Et là, bah, dans un premier temps, il y a eu des études plutôt de cohorte, avec une première étude européenne, allemande, qui montrait un gain de fonction à distance de la greffe pour les patients chez qui on arrêtait les anticalcinurines et on changeait pour le belatacept. Nous, on avait repris aussi nos données au niveau local qui montrait aussi un gain de fonction, hein. C'était des petites études, mais on avait essayé quand même de faire un bras contrôle. Et puis après, une étude multicentrique avec l'équipe de Toulouse et d'autres équipes qui montraient également à peu près les mêmes résultats, mais encore une fois, sans bras contrôle. Donc, on espère effectivement un gain de fonction chez ces patients-là, estimé entre 5 et 7 millilitres. Et si on veut être un peu plus précis, ça c'est une étude où on avait repris donc l'ensemble de la cohorte Spicer. Vous voyez à peu près 300 patients, une centaine de patients switchés dans les 6 premiers mois de la greffe, et puis un peu plus de façon, enfin un peu plus à distance de la greffe. Vous voyez que le switch précoce, on pouvait obtenir jusqu'à plus de 12 millilitres de gain de fonction, et pour des switches un peu plus tardifs, finalement, un gain un peu moins important, mais qui existait même très à distance de la greffe chez des patients qui étaient sous anticalcinerie. Alors, Excuse-moi, oui, dans ce travail, parce que là, il y a des patients qui ont un DLG à M0 qui est finalement bien, quelques oui. malades. Ils étaient switchés pourquoi Ouais, alors effectivement, on a des patients qui avaient une bonne fonction rénale, mais qui avaient une intolérance aux anticalcinerines, bah, les intolérances qu'on peut voir au quotidien, ou alors un vrai problème fort de dyslipidémie ou de problème métabolique pour lesquels il y avait eu un switch. Alors, ils sont pas très nombreux, ces patients-là, mais il y en a quand même quelques-uns, effectivement, où là, pour le coup, l'indication, elle n'était pas forcément de fonction rénale précaire. Il y a aussi des patients qui avaient une fonction rénale qui était acceptable, et parfois une protéinurie qui menait à une biopsie, et cette biopsie montrait des arguments pour une toxicité des anticalcinerines, et ils étaient switchés dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça répond à la question, du coup. Ok, super. Euh, Donc, c'est bien d'améliorer la fonction rénale, mais à terme, nous, ce qu'on veut, c'est améliorer la survie du greffon quand même, et faire en sorte que ces greffons qui sont un peu précaires sur le papier, bah, puissent voilà, gagner quelques années de vie. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, aujourd'hui, chez des patients instables, il n'y a pas d'essai randomisé. Donc, il n'y a pas une preuve ultime que ce traitement finalement fonctionne. On a quand même essayé de faire de façon la plus rigoureuse possible, mais c'est toujours difficile de faire une étude cas contrôle rétrospectif. C'est ce qu'on avait fait avec Marie Matignon à Mondor. On avait repris tous les patients qui avaient eu un switch au Nulogix, qui avaient bénéficié d'une biopsie avant switch, qui montrait des arguments pour une endartérite fibreuse évoluée. Vous voyez un score CV supérieur ou égal à 2, sans argument pour un rejet ni cellulaire ni humoral, avec une fonction rénale précaire, donc moins de 40 millilitres par minute, et finalement deux attitudes, une attitude plutôt on switch au Bella, une attitude on continue les anticalcinerines, pour essayer de démontrer finalement un gain en termes de survie du greffon. Bon, bien sûr, hein, avec toutes les limites d'une étude rétrospective, on avait quand même l'impression que les patients qui étaient sous belatacept avaient une survie du greffon qui était plus longue que si on poursuivait les anticalcinerines. Survie patient identique, un peu plus d'infection opportuniste, on y reviendra après. Autant de rejets cellulaires dans les deux bras, encore une fois, la limite rétrospective, et puis moins de DSA, mais on y reviendra aussi après. Et donc, bon, voilà, un premier signal qui est quand même plutôt positif, en restant bien sûr très vigilant par rapport au caractère rétrospectif. Ce qui nous intéresse quand même, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir fait cette étude, et Necker avec Saint-Louis ont fait à peu près la même étude avec un peu plus de patients. Vous voyez ici 300 patients switchés au Bella. Ils ont essayé de matcher avec un groupe qui avait continué les anticalcinerines, un matching avec un score de propension pour le coup. C'est vrai que c'est intéressant pour avoir vraiment deux groupes les plus comparables possibles. Et finalement, ils ont comparé à peu près 200 patients dans chaque bras. Et là, pour le coup, euh,
hop, on retrouve cette amélioration de la survie du greffon. Donc, c'est vrai que c'est encore un signal qui va dans ce sens-là, mais c'est le niveau de preuve le plus important qu'on a aujourd'hui pour démontrer un gain de fonction un gain de survie du greffon après switch au belatacept dans ces cohortes un peu particulières de switch de sauvetage. Donc, on a- on espère un gain de fonction, on espère un gain de survie du greffon. En termes de gain de survie patient, pour l'instant, il n'y a rien de démontré, en tout cas, même avec ces niveaux de preuve. Et puis, bien sûr, on espère aussi d'autres améliorations. L'amélioration au niveau métabolique, que ce soit au niveau de l'hypertension artérielle, de la dyslipidémie, et puis du diabète en post-greffe. Ça, c'est tiré de l'étude Benefit et Benefit X, où on voit que sur ces différents critères, on a quand même une incidence moins élevée après belatacept. En termes du risque de diabète, mais là plutôt en switch, il n'y a pas de données très solides. On a cette étude grenobloise qui montre probablement une petite amélioration après switch chez des patients qui ont un diabète de novo, mais il n'y a pas d'études bien faites pour démontrer qu'il y a un intérêt aussi de switcher de façon précoce chez des patients qui ont un diabète post-greffe au belatacept. Donc ça, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, ce n'est pas encore bien fait. Un point important des bénéfices attendus, et ça, c'est un lien direct avec ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est finalement une apparition moindre de DSA après greffe rénale pour les patients qui sont sous belatacept. Quand on sait le risque de rejet humoral qui va induire et quand on sait l'impact du rejet humoral sur la perte du greffon, je pense que c'est particulièrement intéressant. Alors oui, on pourrait revenir sur l'immunologie et l'intérêt du belatacept entre le crosstalk entre le T et le B, mais moi je pense que l'impact majeur, c'est l'observance. C'est clair que avec l'observance sur le belatacept, clairement, on y agit directement dessus. Et donc, vous voyez que ça, c'est vrai dans les études Princeps, hein, belatacept, Benefit X, moins de DSA de novo dans le groupe anticalcineurine. Donc là, c'est de la cyclosporine. C'est vrai quand on regarde les études rétrospectives qui ont été faites, la nôtre, celle de Necker et de Saint-Louis, mais aussi l'étude randomisée de Boudeux, hein, il y a moins de DSA dans le groupe belatacept. Donc ça, c'est un point qui est important. Alors, ensuite, la question, c'est plus, pas forcément le bénéfice, mais finalement, est-ce qu'on peut l'utiliser chez tout le monde, le belatacept? Et c'est vrai qu'il y a souvent la question qui se pose, OK, chez des patients qui sont faiblement immunisés, ça paraît voilà, intéressant et on leur fait pas prendre rien, on leur fait pas prendre un risque immunologique majeur, mais chez des patients qui sont à haut risque immunologique, qui ont un risque de rejet humoral, est-ce qu'on va pouvoir quand même utiliser le belatacept? Donc, chez des patients qui ont des DSA, est-ce qu'on peut utiliser le belatacept? Alors, il y a cette étude très intéressante, Bellacor, faite à Mondor, où finalement on a regardé l'intérêt du belatacept, c'est-à-dire en de novo, hein, chez des patients qui avaient des DSA préformés, mais à faible titre, vous voyez, entre 5000 et 3000. Est-ce qu'il y a un risque de développer un rejet humoral qui est plus important par rapport à un bras contrôle? Bon, quand on regarde le risque de rejet humoral au décours de la greffe, clairement, il n'y a pas plus de risque dans un bras que l'autre. Peut-être une petite tendance, mais en tout cas, on ne peut pas en dire grand-chose. Bon, il y a toujours ce risque de rejet cellulaire, on va y revenir après, ce qui est quand même plutôt emmerdant dans cette catégorie de patients, mais qui est à mon avis lié au bélatacept et pas forcément lié à la catégorie de patients. Donc, a priori, quand même, chez ces patients, il n'y a pas de signal d'alerte qu'il ne faudrait pas utiliser le belatacept chez des patients qui sont immunisés, mais vous voyez, pas avec un risque majeur. En conversion, est-ce qu'on peut utiliser chez des patients qui ont des DSA? Bon, il y a quand même pas mal d'études rétrospectives maintenant qui ont été faites. Je vous ressors celle-ci, c'est une étude de Necker. Et vous voyez que quel que soit le groupe DSA plus, DSA moins, alors à faible titre, hein, en tout cas au niveau de la fonction rénale, on a quand même une amélioration du débit de filtration estimé, qui soit à faible risque ou pas de développer un rejet moral. L'utilisation, nous, qu'on a
vers laquelle on a été assez rapidement, c'est aussi vers le rejet humoral chronique, chronique actif ou chronique tout court. Parce qu'en fait, chez ces patients-là, à une époque, on n'avait aucune possibilité thérapeutique. Dès que c'était un peu dépassé, qu'ils avaient des doubles contours, une protéinurie, en gros, ces patients-là, bah, ils ne relevaient pas de traitement particulier, en tout cas spécifique. Et comme c'est des patients qui avaient souvent une maladie endothéliale avec de l'endartérite fibreuse, souvent évoluée, de la fibreuse, on s'est dit, bah, tiens, peut-être que ces patients-là, ils pourraient bénéficier de switch au belatacept. Donc il y a deux études sur le rejet humoral chronique. Une première qui est américaine. On y a à peu près le même nombre hein, de patients où il y a peut-être une petite amélioration du débit de filtration après switch, mais franchement, elle n'est pas majeure. En tout cas, peut-être une stabilisation. Et quand ils font des biopsies avant-après, peut-être une amélioration du score histologique de biomol. Mais franchement, les preuves, elles sont pas ouf. Euh, et puis, nous, on avait fait à peu près la même chose en essayant de comparer à un groupe contrôle de Roger Moreau qui n'avait pas bénéficié de switch au belatacept. Et bon, il y avait peut-être un petit gain, mais le gain, en tout cas, on pouvait le voir seulement pour des patients qui avaient une fonction rénale qui n'était pas vraiment en bout de course, précaire, avec une protéinurie massive. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse le retenir comme une indication d'un switch au Nulogix. En tout cas, quand on est dans l'impasse, peut-être que ça peut être une solution pour passer un cap ou finalement en pont d'une autre greffe, ça peut être intéressant. Alors, dernier point sur les bénéfices, juste je vous dis un petit mot de notre étude qui doit bientôt démarrer. C'est l'étude Bella-MR pour aller un peu plus loin dans l'utilisation du belatacept dans le rejet humoral. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le rejet humoral actif à distance de la greffe, en fait, il n'y a pas vraiment de traitement validé ni recommandé. Quand on regarde les guidelines, en fait, il n'y a pas grand-chose hormis améliorer finalement l'état d'immunosuppression. Alors bien sûr, personne ne fait ça, hein. Tout le monde fait un traitement et tout le monde utilise les plasmaphéreses, plus ou moins les immunoglobulines polyvalentes. Et nous, ce qu'on a voulu tester, c'est tester une hypothèse de se dire que finalement, chez ces patients qui ont un rejet humoral actif, ils ont une maladie de l'endothélium, ils ont un endothélium qui est lésé et que poursuivre les anticalcineurines dans ces conditions, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépister le rejet humoral infraclinique chez des patients qui ont des DSA de novo. Et pour les patients qui ont un rejet humoral actif, on va randomiser le groupe pour qu'ils reçoivent soit un standard of care, c'est-à-dire des plasmaphéreses, des immunoglobulines polyvalentes, et soit la poursuite du tacrolimus, soit le switch vers le belatacept en espérant sur la biopsie de contrôle à 1 an qu'on aura une amélioration des lésions finalement du rejet humoral. Et donc ça, normalement, ça devrait commencer dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc, le bénéfice, gain de fonction, gain de survie du greffon, probablement un profil métabolique plus favorable, clairement un impact sur l'apparition des DSA après switch moins important, et puis une utilisation chez des patients à plus haut risque qui est possible et qui est peut-être même favorable, même si le niveau de preuve est encore limité. Donc ça, c'est bien joli, mais le problème, c'est qu'en face, il y a peut-être des risques et des risques qu'on n'est pas toujours prêt à prendre pour nos patients qui sont souvent âgés avec des fonctions rénales précaires. Alors les risques, bah, le premier risque, vous le savez bien, c'est le risque de rejet et le risque de rejet cellulaire. Le risque de rejet cellulaire, et ça découle des études Princeps, où finalement, malgré une amélioration de la fonction à 8 ans, un gain de survie dans Benefit, ben, il y avait toujours ce problème de rejet cellulaire qui était plus important dans le groupe des anticalcineurines. Ça, c'est les études Princeps. Si on regarde les études qui ont été réalisées de façon rétrospective des groupes de cohortes pour des switches de sauvetage, on voit que finalement, l'incidence du rejet est probablement un peu moins importante que dans les études en de novo. Si on regarde dans les études en switch chez des patients stables, on est un peu dans les deux, hein. Ça, c'est les études randomisées. Vous voyez qu'il y a plus de rejets que dans le groupe Tacro, mais finalement, on est aux alentours de 8%. Et si on regarde les études rétrospectives, mais avec un bras contrôle euh, en switch de sauvetage, bah là, vous voyez, c'est assez incroyable, mais les deux études retrouvent exactement le même pourcentage de rejet et comparable entre les deux bras. Donc, cette histoire en switch de sauvetage, elle n'est pas réglée parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas d'études randomisées, donc c'est difficile de dire. Euh,
Probablement qu'en switch précoce, le risque il est un peu plus important. Ça s'est tiré d'une cohorte qu'on avait fait avec Spicer et Grenoble, hein. Vous voyez 450 patients et on voit que même si c'est pas significatif, on a l'impression que quand on fait un switch précoce, le risque de rejet est probablement plus important, ce qui est assez logique finalement quand on le compare à l'utilisation en de novo. Donc on a voulu reprendre une cohorte vraiment importante. On a repris tous les patients du groupe Spicer qui avaient été switchés sur les 10 dernières années, enfin 10 dernières années, entre 2011 et 2021. Et le but, c'était vraiment de voir l'incidence du rejet. Et vous voyez que parmi ces patients, 54% avaient un rejet prouvé par biopsie. Ça fait 6%, souvent peu de temps après la greffe et surtout peu de temps après le switch. Principalement des rejets cellulaires, très peu de rejets humoraux. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que cette incidence de rejets cellulaires, si on divise les 10 ans en deux parties, elle a tendance à baisser au fur et à mesure, probablement peut-être avec l'adaptation des traitements et la décroissance des anticalcinurines, mais on y reviendra. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des rejets qui sont souvent agressif, avec de l'artérite intimale, de l'œdème, des suffusions hémorragiques, et parfois tellement graves qui peuvent même mimer des nécroses corticales sur les angioscans, et qui malheureusement, souvent, on peut pas les récupérer. Ça reste rare, vous allez le voir. Ce qui me paraît important, c'est juste voilà, ce qu'on voit ici. Vous voyez que chez ces patients qui ont présenté un rejet cellulaire, vous avez quand même 38% des patients qui vont perdre leur greffon à cause du rejet. N'oubliez pas que c'est des patients qui ont des rejets, qui ont des fonctions rénales qui sont précaires. Vous voyez, hein, entre 25 millilitres au switch. Ça a un impact probablement aussi sur la survie des patients, mais encore une fois, c'est difficile de le démontrer. Mais le point important, c'est que avec un traitement par cortisone à forte dose, on a quand même une bonne partie des patients, vous voyez, 70% des patients qui vont récupérer une fonction rénale au moins équivalente à ce qu'ils avaient au moment du switch. On a essayé de comparer cette cohorte à une cohorte finalement qui n'avait pas présenté de rejet pour essayer de trouver des facteurs de risque de rejet chez ces patients. Et finalement, quand on fait cette analyse de Cox, bon, on ne trouve pas grand-chose, hormis, vous voyez, hein, le temps entre la greffe et la conversion, avec un risque clairement plus important chez les patients qui ont un switch précoce. Et je pense pour ces patients, l'absence d'utilisation de thymoglobuline eh bien, aggrave le risque de rejet chez ces patients. Hormis ça, on n'a rien retrouvé, ni en termes de dose de MMF, en dose de stéroïdes, etc. On n'avait rien retrouvé de particulier. Donc, C'est quoi ta définition de switch précoce? inférieur à 6 mois. Mais Non, parce que dans la inférieur. discussion, tu sais bien, tu vois où je veux en venir, quoi. Oui, bien sûr, mais inférieur à 6 mois, mais avec un effet qui se prolonge, c'est-à-dire inférieur à 6 mois par rapport à plus de 6 mois, on est plus à risque, mais plus on raccourcit le délai entre la greffe et le switch, plus le risque est important, clairement. Ça, Mhm. c'est clairement après ce 6 mois, voilà, hein, il est hyper discutable, hein. Non, non, c'est comme il y a des discussions, tu sais, sur 1 mois, 3 mois ou que sais-je. Ouais, bien sûr, hein. Ouais. Mais bon, ça pour le coup, enfin, Oui, franchement, oui, c'est difficile d'avoir un vrai cut-off. En tout cas, s'il faut retenir un truc sur le rejet, et je crois que ça parle, je pense, mieux, vous avez juste là le timing par rapport à la greffe. Vous avez les 54 rejets cellulaires du groupe Spicer, et vous voyez bien que tous les rejets, la plupart des rejets, eh ben, surviennent plutôt dans des switches précoces. Les 3 premiers mois de façon majoritaire. Vous voyez, hein, la plupart des rejets vont arriver ici. Et en gros, quasiment tous les rejets surviennent 9 mois après la greffe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et vous voyez qu'à partir de 5 ans, il n'y en a plus, hein. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant sur le monitoring. Et si on regarde quand est-ce qu'ils vont survenir, ces rejets, eh bien, ils surviennent majoritairement au début, entre M1 et M4, quand on a fait la décroissance des anticalcinurines, et encore plus quand on va espacer la dernière injection, c'est-à-dire la dernière à 15 jours, et qu'on passe à 1 mois d'intervalle pour la suivante. Donc là, c'est clair que le monitoring, il doit être vraiment plus important, parce que c'est là où le risque existe, et on en rediscutera à la fin.
savoir quel marqueur on pourrait utiliser justement et pas uniquement finalement la créatinine parce que si on cycle la créatine, on retrouve parfois ces patients avec des 800 micromoles de créatinine, un greffon hyper inflammatoire et finalement on n'a pas perdu mais déjà il y aura forcément des séquelles. Donc ça c'est vachement important. En tout cas, il faut vraiment retenir ça sur par rapport au switch et je pense que c'est l'expérience que vous en avez aussi à Pompidou. Donc en gros, est-ce qu'il faut vraiment craindre ce rejet et est-ce que ça doit empêcher les switches? Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'incidence, elle est quand même globalement faible. On est à 5% sur 900 patients sur 10 ans et on a l'impression qu'avec la gestion de l'immunosuppression, que cette incidence, elle baisse. On sait le timing exact, donc ce qui permet de renforcer quand même le monitoring. On a une bonne réponse au traitement, clairement dans 70% des cas, c'est quand même important. Je crois qu'il y a un point important, c'est qu'un patient qui fait un rejet sous Bella, ça ne doit pas remettre en cause le traitement par Bella. C'est un peu contre-intuitif, mais clairement, et ça on le montre dans la cohorte, les patients qui ont continué le Belatacept, ils ont une meilleure survie que les patients qui ont repris les anticalcinurines. Alors bien sûr, c'est rétrospectif avec toutes les limites, mais quand même, moi je pense qu'un patient qui fait un rejet sous Bella, qui évolue bien sous traitement, en tout cas, nous, on continue le Belatacept. Bon, les infections, on en reparlera après. Et donc, clairement, il faut le mettre en face des bénéfices, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça justifie de ne pas switcher les patients? Je ne suis pas sûr. Donc ça, ah oui, je vous ai juste remis ça, c'est l'étude de Nathalie Chavarro, là. C'est une des études les plus récentes d'ailleurs, hein, dans une grosse cohorte, savoir s'il y avait un intérêt de mettre des corticos finalement quand on fait un switch au Nulogix pour peut-être baisser le risque de rejet. On a toujours ce dogme en disant bah, si on met un peu de cortico, finalement, peut-être qu'ils feront moins de rejet cellulaire. Bon, là, clairement, c'est démontré. Alors, certes, encore une fois de façon rétrospective, mais il y a autant de rejets dans les deux bras. La survie, elle est identique et il y a même un peu plus d'infections dans le groupe des patients qui ont des corticos. Donc, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on puisse recommander de rajouter des corticos quand on fait un switch au belatacept. Premier risque, le rejet. Deuxième risque, les infections opportunistes. Je vais essayer d'être assez rapide parce qu'en fait, ce risque, on n'en est pas du tout sûr et on n'est pas du tout sûr qu'il soit lié directement au Belatacept. Pourquoi? Parce que vous allez voir que toutes ces infections opportunistes qui ont été rapportées, tout ce risque infectieux, on le voit, il est réel, mais est-ce qu'il est lié au traitement ou est-ce qu'il est lié à finalement cette population qui est quand même bien particulière, plus âgée, avec des fonctions rénales précaires, comparément à des patients des essais randomisés, où finalement on a des patients beaucoup plus stables et où le signal finalement d'infection opportuniste ne sort pas comme dans ces cohortes. Donc là, la cohorte du groupe Spicer, 280 patients, chacun dans notre coin, bah forcément on avait vu qu'il y avait des patients qui faisaient des infections opportunistes, parfois gravissimes, souvent hospitalisés, et donc on a repris finalement l'accord tous ensemble pour essayer de montrer un petit peu ce signal. On a eu des infections ACMV, donc des maladies ACMV, hein, parfois dramatiques, avec des choriorétinites qu'on n'avait jamais vues chez des patients greffés rénaux, avec une mortalité qui était quand même importante, des maladies qui touchaient souvent plusieurs organes. On a vu des pneumocystoses alors qu'on n'en avait pas vu depuis longtemps chez ces patients sous Belatacept, souvent associées à une maladie ACMV. Et vous voyez quand même avec une mortalité qui est quand même pas nulle. Et on a vu aussi d'autres infections opportunistes, souvent graves, chez ces patients. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé finalement comme facteur de risque associé à la survenue des infections opportunistes qui généralement survenaient dans l'année après le switch? Ce qui sortait, ben, encore une fois, vous voyez la fonction rénale précaire. Moins on a une bonne fonction rénale, plus on a de risque de développer une infection opportuniste. Et chez des patients qui, avant la greffe, avaient déjà reçu des traitements immunosuppresseurs, soit pour des maladies immunologiques, soit par exemple pour d'autres transplantations rénales. Euh, Probablement que le switch précoce était associé à la survenue d'infections opportunistes plus importantes, notamment par rapport au CMV. Je passe vite, c'est rétrospectif, c'est difficile de conclure. Et que quand on reprend une cohorte un peu plus importante, ben, on voit que ces infections opportunistes, elles ont un impact clairement sur la survie du patient.
Quand on regarde avec un bras contrôle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est l'étude qu'on a fait avec Mondor, les patients qui sont switchés sous belatacept par rapport au groupe contrôle rétrospectif sous anticalcinurine, on a l'impression quand même qu'il y a un risque d'infection opportuniste qui est plus important. Et l'étude, encore une fois, de Nathalie sur le CMV. Pareil, avec un groupe contrôle bien fait pour essayer de voir s'il y a vraiment un impact quand on switch au BELA pour le CMV. Bah, il y a un impact, clairement. Les patients font plus de CMV, de maladies à CMV, et encore une fois, souvent graves, associées à une atteinte multi-organe. Donc, le risque sur le CMV, il existe après switch. Et il y a des données quand même qui montrent qu'il y a quand même plus de réplication ACMV, même en de novo, sur des patients qui ne sont, enfin, sur une population un peu différente, peut-être un peu moins à risque. Bon, ça, je pense, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui est de plus en plus discuté aujourd'hui, c'est de savoir s'il n'y aurait pas un intérêt chez ces patients, plutôt que d'associer du CellCept, de mettre des inhibiteurs de mTOR, avec toutes les limites des inhibiteurs de mTOR dans cette population qui ont souvent des fonctions rénales précaires, un peu de protéinurie, et donc au niveau rénal, c'est peut-être pas optimal. Il y a des études, enfin, il y a une étude randomisée bien faite, mais là, en de novo, dans une population différente, avec un intérêt probablement au niveau de la survenue de rejet qui est moins importante. Et là, je vous ai mis l'étude d'Arnaud Del Bello à Toulouse, avec des petites cohortes, mais peut-être qu'il y aurait un intérêt sur le CMV à plutôt mettre des inhibiteurs de mTOR que finalement du CellCept sur la survenue de réactivation CMV. Bon, c'est des données préliminaires. Je ne sais pas ce qu'il faut en faire. En tout cas, elles existent et je voulais vous les montrer. Donc, les infections opportunistes, on pourra en discuter. Enfin, pour terminer, dernier risque, et là, je pense que c'est difficile de le remettre en question, c'est la réponse à la vaccination. Euh, Ça, c'est l'étude avec la vaccination pendant le Covid chez des patients finalement sous tacrolimus, sous belatacept ou avec d'autres traitements. Et en fait, ce qui est important, que ce soit sur la réponse humorale ou ça, la réponse cellulaire spécifique du virus lié à la vaccination, les patients sous Bella répondent pas. Ou très peu, qu'ils aient une injection, deux injections ou trois injections. Donc, une réponse vaccinale, en tout cas au SARS-CoV-2, qui était vraiment pas optimale chez ces patients. Ce qui est vrai aussi pour la grippe. Ça, c'est une étude de Montpellier avec Barcelone qui montre à peu près les mêmes résultats. Et récemment, il y a cette étude qui vient d'être publiée là, dans le CKJ sur le Shingrix. On a regardé chez des patients qui étaient dialysés sous Tacro, sous Bella. Il y a à peu près une quinzaine de patients dans chaque groupe. La réponse au Shingrix, réponse humorale, réponse cellulaire. Vous voyez que les patients dialysés répondent très bien à la vaccination, que ce soit sur le plan cellulaire ou humoral. Les patients sous Tacro y répondent et ils ont une réponse cellulaire. Les patients sous Bella ont une petite réponse humorale, probablement mémoire, mais en tout cas au niveau de la réponse cellulaire, eh bien, il ne se passe rien. Donc méfiance aussi sur le zona chez les patients sous belatacept et peut-être envisager une vaccination en amont chez des patients comme c'est recommandé, mais en tout cas avant le switch. Euh, Bon, je passe rapidement là-dessus, mais vous savez que parfois la problématique du belatacept, c'est aussi la voie veineuse chez ces patients qui ont un capital veineux qui est parfois catastrophique, qui n'ont pas forcément de fistule artério-veineuse et pour lesquels on arrive en limite avec le belatacept. L'utilisation très probablement de l'abatacept est possible. Ça, c'est une étude qu'on avait fait avec Necker pendant le Covid où on avait switché tous nos patients qui étaient hospitalisés sous abatacept pour éviter qu'ils viennent à l'hôpital, puisqu'on n'avait pas le droit de le faire à domicile à l'époque. Et finalement, c'est à court terme, mais à 3 mois, il s'était rien passé chez ces patients. Ils n'avaient pas fait de rejet parce qu'on les avait mis sous abatacept. Il y a au moins une étude randomisée en cours de switch Bella vers l'abatacept qui normalement devrait montrer des résultats dans les mois ou l'année à venir. Donc peut-être que c'est utilisable chez des patients qui étaient déjà sous belatacept. En tout cas, on le saura assez rapidement.
Donc, juste en première conclusion, voilà en gros ce qu'on peut dire de l'utilisation du belatacept en sauvetage. On a un gain de fonction, on a probablement un gain de survie du greffon. Sur la survie patient, c'est trop tôt, on ne sait pas dire encore. Probablement une amélioration du risque cardiovasculaire et puis une amélioration de l'observance. En face, le risque de rejet, mais finalement, est-ce qu'il est si dramatique que ça? Le risque d'infection opportuniste, la mauvaise réponse à la vaccination et puis également le problème de la voie intraveineuse parfois. Et finalement, une situation plus complexe qui est le switch précoce chez ces patients, en tout cas dans les 6 premiers mois. Pour terminer, vous avez compris que finalement, ce qui est très compliqué, c'est l'équilibre à atteindre chez ces patients. D'un côté, le risque de rejet, de l'autre côté, le risque d'infection. Et ce qu'on aurait besoin, c'est de pouvoir faire un monitoring du belatacept comme on le fait avec les anticalcineurines. Bon, bah, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Juste, je vous dis rapidement ce qu'on en sait. Euh, le belatacept, il est dosable. Vous savez qu'on peut le doser, soit en spectro, soit avec un test ELISA. Bon, voilà, en gros, ça a été fait. On voit qu'il y a une variabilité, mais après, finalement, on ne l'a pas relié à des événements cliniques. Donc aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser en pratique courante. Euh, le seul petit truc que je vous montre, nous, on l'a fait finalement. Ce qui nous intéressait, c'est de voir chez les patients qui avaient une infection opportuniste, ce qu'ils avaient des dosages de Bella qui étaient un peu plus élevés. Et comme on avait des sérothèques, on a pu le faire chez ces patients qui avaient développé une infection opportuniste. La seule chose qu'on peut dire, alors vous voyez, c'est des petits groupes, hein, on n'a pas non plus des milliards de patients de chaque côté, hein, 12 patients stables, 8 patients qui ont présenté une infection opportuniste, au moins 6 mois de Bella, avec un dosage qui est bien réalisé 28 jours après l'injection précédente. Bon, voilà, probablement, alors là, les médianes, elles sont inversées, mais probablement que les patients ont peut-être des dosages un peu plus hauts. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on doit adapter la dose de Bella à une résiduelle? Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas de preuves suffisantes pour le démontrer. Et puis nous, on s'était intéressé au test de saturation du CD86 qui permettait de voir en fait s'il y avait une fixation qui était trop saturante du bêta-tacept sur les monocytes circulants. C'est faisable, ça marche, mais l'impact clinique, pour le coup, a très peu d'intérêt. Et en tout cas, nous, on l'a abandonné. Et aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation pour l'utilisation de ce test de saturation du CD86 circulant. Je termine avec cette diapo. Ça, c'est le protocole qu'on utilise à Rouen. On a légèrement modifié en fonction du switch. Et encore une fois, ce qui a vraiment de plus important, c'est qu'on discute beaucoup plus de l'indication du BELA chez des patients âgés, voire très âgés, qui ont une fonction rénale précaire. Parce que clairement, je pense que c'est ces patients qui ont le risque infectieux le plus important. Donc, vous voyez que sur un switch précoce, la seule chose qu'on a changé, c'est finalement qu'on va décroître le bêta-tacept plus progressivement, pas sur les 3, mais sur les 5 premières injections. Chez les patients à un switch après 6 mois, on n'a rien changé. Ça, c'est ce qui avait été publié dans l'étude randomisée euh, à l'époque de Rostin en premier auteur. Et donc ça, on n'a rien changé. La dose qu'on utilise, c'est 6 mg kilo. On a une prévention par Bactrim systématique pour tous les patients et on ne l'arrête pas. Et une prophylaxie anti-CMV au cas par cas. On pourra en discuter si vous voulez. Et je crois que j'ai terminé. J'espère que je ne vous ai pas saoulé parce que je vous ai dit beaucoup de choses. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Merci, merci. C'est marrant, c'est vraiment encore plus que pour d'autres choses, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, ouais, du lundi au mardi, je me dis qu'il faut qu'on switch tout le monde et du mercredi au jeudi, ça m'inquiète. Euh, Il y a des questions, possiblement. En tout cas, moi, donc, voilà. Bonjour Claire aussi, tiens, c'est plaisir, il y a des gens un peu partout. Euh, Là, nous, ce qu'on fait avec la discussion avec les gens de Necker, c'est que normalement, on regarde pour switcher, entre guillemets, tous les patients qui ont eu un donneur âgé ou des lésions sur la biopsie, et on a dit qu'on le faisait à 4 mois. J'entends que c'est relativement précoce, mais comme tu le sais, et c'est pas leur faire injure, hein, parce que Dieu sait s'ils ils ont une expérience tout à fait exceptionnelle. À Necker, je crois que c'est plutôt même un mois. Euh, bon, voilà, on en avait déjà discuté un petit peu dans les couloirs de congrès.
pardon, je vais dire ça un peu abrupt, est-ce bien raisonnable de le faire aussitôt? Et tu as enregistré, je te rappelle, et c'est le monde entier. Ouais, non, mais moi, il y a aucun problème, même s'ils sont enregistrés, hein. Non, mais en fait, c'est vraiment une vision des choses. Et c'est vraiment ce que j'essaie de vous montrer. C'est-à-dire, d'un côté, le bénéfice, de l'autre côté, le risque. Le bénéfice de switcher précocement ces patients-là, à mon avis, il est énorme. Parce que ils reçoivent des greffons limites, ils sont eux-mêmes limites. Au niveau cardiaque, on n'a pas abordé ce sujet-là, mais moi je pense que vraiment c'est aussi une indication du belatacept chez des patients qui ont des cardiopathies diastoliques, qui ont tendance à être en surcharge. Le tacrolimus et les anticalcineurines, à mon avis, sont délétères. Donc le bénéfice, il est majeur. Mais nous, on a choisi plutôt une option un peu différente. C'est qu'aujourd'hui, pour switcher un malade de façon vraiment précoce, âgé, avec une fonction rénale vraiment altérée, il faut vraiment qu'on ait un bénéfice attendu important. Parce que, à mon sens, le risque qu'on leur fait prendre avec le belatacept, il est quand même important au niveau infectieux, au risque de rejet qui n'est pas nul, et donc au risque infectieux qui n'est pas nul, parce que ces patients-là, ils peuvent recevoir aussi une corticothérapie en forte dose derrière. Donc nous, notre stratégie, elle est un peu différente aujourd'hui. C'est-à-dire que soit on a un switch vraiment urgent, premier mois, et dans ce cas-là, on le discute et on le fait. Si le switch n'est pas urgent, mais qu'on retient une indication, alors dans ces cas-là, on va se donner quelques mois après la greffe, voir un peu comment le patient évolue, et par contre, il sera switché, mais de façon un peu décalée. Et là, pour le coup, bah, c'est très discutable. Et on verra aussi un peu à distance les données de Necker, voir un petit peu ce que ça donne, les vôtres. Et c'est comme ça qu'on arrivera peut-être à se faire une idée un peu plus précise. Alors, j'ai aussi une deuxième, pardon, je suis désolé de monopoliser la parole. J'ai une deuxième question sur la stratégie, on va dire, anti-infectieuse. Donc, vous avez complètement, parce qu'on a eu Nassim qui est venu, qui nous a parlé aussi sur le CMV. Donc, vous faites jamais comme, enfin, pas souvent ou pas systématiquement comme association, plutôt que du MMF, de l'Evero. Pas de façon systématique. D'accord. Est-ce que vous avez changé ou modifié votre suivi virologique sur Oui, le temps de... Donc, bah, on t'écoute, oui. le BK pendant Bien. très longtemps, mais parce que le BK, il n'y a pas de truc Non, vraiment... mais CM, je suis pas sûr qu'il y ait un signal négatif sur le BK. En c'est tout pour cas, nous, ça. on a quand même regardé dans des cohortes importantes et il n'y a pas de signal franc sur le BK virus en termes de virémie, en termes de néphrite, etc. Donc, le BK, on va le surveiller un petit peu au début, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que, tu vois, sur les premières injections, on va le surveiller. AM3, on va faire un bilan. Puis après, s'il n'y a pas de BK, il n'y a pas de BK, on ne le suit plus. Le CMV, c'est un peu différent, hein. Le Bah, CMV, le normalement, CMV, ce qu'on dit, c'est qu'on arrête à 1 an la surveillance parce qu'il faut, ce patient sous Belatacept, les suivre 2 ans ouais. ou Alors, bon. 3 ans, j'en sais rien. Donc, le CMV, aujourd'hui, notre stratégie, elle est, en fait, elle est discutable, mais c'est celle-ci. 3 premiers mois, D plus R moins R plus, prophylaxie. Alors, bon, voilà, c'est discutable, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait. Ouais, Euh, ouais. pour les R plus, enfin, vous savez pas, mais on fait beaucoup de tests cellulaires à Rouen, on fait beaucoup d'ELISPOT, et on regarde la réponse cellulaire. Et s'ils ont une réponse cellulaire, finalement, au CMV, on arrête la prophylaxie chez les R plus. Euh, pour les Arrivé R-, là. sous Bella. Les R-, bah, on est bien obligé d'arrêter, on ne va pas les laisser sous prophylaxie à vie. Donc pour le coup, la première année, puisque c'est là où on voit les CMV, les réactivations, les maladies à CMV, c'est la première année. Donc il faut être vraiment vigilant la première année avec des virémies quand même assez systématiques, hein. Je ne dis pas qu'il faut les surveiller toutes les semaines, mais c'est de bon ton de les surveiller au moins tous les 3 mois, quoi. Et puisque là, on a eu 4 pneumocystoses en l'espace de 2 mois, euh, j'exagère, mais je suis enregistré aussi, hein. Ils n'étaient pas tous sous Bella, là, loin de là. Non, mais un patient sous Bella, encore une fois, c'est spécifique comme question. Est-ce que tu continues le Bactrim plus qu'un an, plus qu'à vie, comme propose parfois Necker? Bella, Bactrim à vie. Enfin, là, vraiment. Et tu sais, c'est terrible parce que on l'a fait et on a quand même eu des pneumocystoses chez des patients qui ne prenaient pas leur traitement. Ah oui, oui, ça en a eu aussi, hein.
Voilà. Mais donc après, moi, je comprends l'idée de Necker de dire, bon, bah voilà, on met une prévention à tout le monde, euh, y compris les patients qui sont pas sous Bella d'ailleurs, hein, puisqu'ils l'arrêtent pas, ils le laissent. Nous, pour l'instant, en tout cas, un patient qui est switché sous Bella a son Bactrim et il le garde. Merci, ça répond à des questions Ouais. très pratiques qu'on se pose, hein. Très bien. Donc c'est très bien. Peut-être il y a d'autres questions, pardon. Le topo était complet. C'était tout à fait complet et mesuré, ce qui est quand même important dans cette discussion et dans le truc. On a attendu le Bella comme le Messi, on l'a vu arriver, on l'a pas mis, on l'a remis après plutôt sur les conversions précoce-tardives, et donc c'est important de pouvoir voilà. Et juste là aussi, peut-être pas trop, mais parce que là tu as prévu donc ton PHRC avec t'es figé ou t'es figé là? Je sais pas si tu nous entends encore. Bon bah finalement tu veux pas de la question, donc tant pis, tant pis. Bon bah écoute, au revoir Dominique et puis à bientôt. Je sais pas, non, ça fonctionne plus. Bon, on va pas regarder ça en fond d'écran parce que c'est pas la meilleure photo. Ciao, au revoir tout le monde.